Nous sommes le 26 janvier 1966, dans le quartier de Somerton Park, à Adélaïde, en Australie. Il est autour de 8h45 lorsque Nancy Beaumont embrasse ses enfants avant de les laisser monter dans l'autobus qui va les mener à Glenelg Beach, une plage. Ce sera donc la dernière fois que cette mère de famille de 3 enfants embrassera ses enfants avant leur terrible disparition. Que s'est-il passé? Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qu'on va tenter de découvrir. Sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans l'enquête d'aujourd'hui. Remettons un peu les choses dans leur contexte avant de parler de la disparition en soi. On a Jim Beaumont ainsi que sa femme Nancy Beaumont qui sont les heureux parents de 3 enfants, de Jane qui est âgée de 9 ans au moment des faits, de Arna qui est âgée de 7 ans, ainsi que du petit dernier, le seul garçon de la famille, Grant, qui est âgé de 4 ans. La belle famille Beaumont vit dans une très belle maison située au 109 Harding Street, dans le quartier de Somerton Park à Adélaïde, en Australie. Donc on se retrouve le 26 janvier 1966 et le 26 janvier, c'est une fête très importante pour l'Australie, donc c'est le jour de l'Australie, un peu ici comme la fête du Canada. Tout le monde est en congé, c'est un férié, les gens s'amusent et bien même en janvier, ce qui est triste contrairement à nous, c'est qu'en Australie, il fait chaud, donc les gens peuvent se baigner. Et cette journée-là, les enfants Beaumont ont décidé d'aller à la plage comme ils faisaient régulièrement. Ce n'était pas la première fois que Jane avait sous sa responsabilité son petit frère et sa petite sœur. Nancy avait beaucoup confiance en Jane qui se montrait très respectueuse et très responsable aussi de ses frères et sœurs. On sait également que cette journée-là, soit le 26 janvier, Jim Beaumont, donc le père de famille, revenait d'un voyage d'affaires, donc il était en route. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'il était parti. C'était quelque chose de tout à fait normal, tandis que Jim travaillait à vente de textiles. Donc le 26 janvier, avant d'entrer dans l'autobus à 8h45, Nancy va donner un peu d'argent de poche à Jane. Donc c'est de l'argent qui va servir pour pouvoir entrer dans l'autobus, mais également pour pouvoir y revenir pour l'heure du lunch, soit autour du dîner. Mais les heures vont passer après que les enfants soient entrés dans l'autobus, selon Nancy, et ils ne reviennent pas. Donc Nancy, elle savait qu'il y avait quelques autobus qui passaient tout près de chez elle à plusieurs heures de la journée, donc elle ne s'inquiétait pas vraiment. Elle se disait, les enfants vont finir par entrer à la maison au moment où ils auront faim. Mais là, le temps va passer et Nancy va commencer à réellement s'inquiéter. Lorsque Jim Beaumont va revenir à la maison, elle va vraiment être inquiète. Il est autour de 15 heures, les enfants n'ont pas donné signe de vie de la journée à leur mère et Jim va tout simplement bonnement décider de se rendre à la plage. C'était lui qui avait le véhicule puisqu'il était parti en voyage d'affaires. Donc il va se rendre à la plage, il va fouiller la plage, mais il n'y a absolument rien qui va être retrouvé. Pendant que Jim fouille la plage, on sait que Nancy va fouiller elle aussi également le quartier. Donc, elle va rendre visite aux voisins, à des amis, elle va vraiment faire le tour pour voir si quelqu'un n'aurait pas vu ses enfants. Mais malheureusement, à ce moment-là, personne ne va n'avoir vu les enfants Beaumont. Et c'est seulement à 17h30 que Nancy et Jim vont signaler la disparition de leurs 3 enfants au service de police. Donc, on se retrouve maintenant au début de l'enquête. J'ai essayé de refaire le trajet que les enfants auraient emprunté selon les heures à laquelle tous les articles mentionnaient. Donc, ça va comme suit. Il est 8h45 du matin lorsque les enfants vont quitter la maison avec Nancy pour se rendre à l'autobus qui est situé au coin Harding et Diagonal Road. Le chemin prend 4 minutes à pied. Donc, il est 8h45, les enfants vont arriver à 8h49
à l'arrêt d'autobus. Ensuite, l'autobus va faire un parcours pour arriver ou passer devant la plage qui est située à Glenelg Beach. Alors ici, on a le parcours de l'autobus durerait en moyenne entre 15 et 17 minutes selon la position dans Google Maps lorsqu'on se connecte en Australie. Ce qui fait que les enfants seraient finalement arrivés à la plage à 9h07 environ du matin. Pourtant, au fil de l'enquête, on va se rendre compte qu'il y a des témoins qui disent avoir vu les enfants dans l'autobus à 10h10. En effet, les enfants vont être aperçus par des témoins, mais également le chauffeur de l'autobus lui-même. Donc à partir de là, je trouve ça quand même assez étrange que les enfants partent à 8h45 et qu'encore à 10h10, les enfants soient encore dans l'autobus. Alors, comment j'ai fait pour connaître les heures? C'est tout simplement avec le fabuleux NordVPN. On peut se connecter dans plusieurs pays. Donc, pour faire ces recherches-là, je me suis connectée en Australie. J'ai également, dans les articles qui étaient mentionnés, retrouvé l'adresse où les enfants habitaient, donc le 109 Harding Street. Puis par la suite, j'ai tout simplement fait un itinéraire, donc de la maison jusqu'à Glenelg Beach. Et ainsi, on peut voir le trajet que l'autobus emprunte. Vous pouvez vous aussi aller voir si ça vous intéresse. Par contre, l'information que j'ai date d'aujourd'hui. Est-ce que l'autobus faisait exactement le même trajet à cette époque? On ne sait pas. Mais si on sait que les enfants sont partis à 8h45 et qu'encore à 10h10, ils étaient dans l'autobus, le trajet est extrêmement long, je trouve. On sait qu'à 11h, c'est vraiment la première fois que les enfants vont être aperçus à la plage. Alors là, on part de 10h10 que les enfants sont encore dans l'autobus et qu'à 11h, soit 50 minutes plus tard, on les voit à la plage. Il y a une témoin, une dame qui était assise sur le banc, qui a vu les 3 enfants jouer dans un arrosoir avec un homme qui était dans la trentaine. Cet homme portait un maillot de bain bleu avec 2 bandes blanches qui étaient situées à l'extérieur des jambes. Il était très grand, soit environ 1,85 m. Il avait les cheveux châtains et ses cheveux étaient peignés à l'arrière. Il était aussi très mince et très athlétique. La dame raconte également que l'homme avait le teint hâlé, il était bien rasé et elle l'a entendu parler aux enfants et cet homme avait un accent australien. Donc, ce qui veut dire que c'était sans doute un résident ou quelqu'un qui habitait en Australie depuis bon nombre d'années. Entre 11h45 et midi et quart, il y a des témoins qui ont vu les 3 enfants entrer dans une pâtisserie, donc le Wenzel's Bakery. J'ai regardé sur l'itinéraire, sur la map d'Adélaïde, donc de Glenelg Beach à cette époque. Et aujourd'hui, cette pâtisserie-là ne semble plus exister, mais par contre, dans les articles, on mentionne que cette pâtisserie se situait seulement à quelques minutes à pied, quelques mètres là, à pied de la plage. On sait que Jane va entrer dans la pâtisserie, elle va acheter une tourte à la viande avec un billet de 1 livre. Tant lorsque les policiers vont mentionner cette information à Nancy, celle-ci va dire que c'est impossible puisqu'elle n'avait donné que 8 shillings à ses enfants pour l'autobus. Et là, en effet, il va y avoir beaucoup de questions qui vont se poser. Pourquoi une enfant de 9 ans s'achèterait une tourte à la viande alors qu'elle peut idéalement s'acheter des pâtisseries? C'est bizarre. Donc, évidemment que les services de police, les parents et les témoins vont penser que c'est un homme, donc c'est quelqu'un qui a donné le billet de 1 livre à Jane pour qu'elle achète la tourte à la viande. On sait également que lorsque l'homme ainsi que les enfants avaient quitté la plage, il y a beaucoup de personnes qui vont mentionner avoir vu cet homme, mais que c'était assez bizarre parce qu'il habillait les enfants très lentement, tu sais, comme si il appréciait ce moment. Au départ, les gens trouvent ça normal, mais là, lorsqu'on leur dit que les 3 enfants sont portés disparus, là, soudainement, il y a quelque chose
qui était bizarre dans le comportement de cet homme. Mais il faut pas oublier non plus qu'avant de connaître une disparition, un kidnapping, un enlèvement d'enfants, lorsqu'on va voir une scène, on la trouvera pas nécessairement bizarre, c'est beaucoup plus tard, c'est vraiment après. Donc, est-ce qu'on peut vraiment prendre ces témoignages-là pour acquis? Est-ce qu'on peut vraiment les inclure dans l'enquête? Le cerveau peut parfois nous jouer beaucoup de tours, et ça, ça en fait partie. On sait que Tom Patterson, qui était à ce moment-là le facteur, va dire avoir vu les enfants en matinée marcher vers la plage. Plus tard, il va revenir sur sa première déclaration en disant que non, il s'était trompé, il avait vu les enfants plus tôt dans l'après-midi. Ça m'a amené à me poser plusieurs questions. Si le facteur dit avoir vu les enfants marcher vers la plage au matin, ça veut dire que soit que les enfants n'ont pas pris l'autobus et que les témoignages des gens dans l'autobus ainsi que celui du chauffeur ne sont pas vrais, ou les enfants ont descendu plusieurs stations avant la station de celle de la plage pour que le facteur les ait vus marcher vers la plage. Et numéro 2, si Tom Patterson a vu les enfants marcher dans l'après-midi, donc sans doute qu'ils marchaient vers leur domicile, eh bien, ça voudrait dire que l'homme qui était à la plage avec eux les a laissés partir et que peut-être par la suite, il a décidé de les kidnapper à bord de sa voiture, soit que l'homme se cachait, bref, ou que cet homme les a tout simplement pas raccompagnés après la plage et que ce soit quelqu'un d'autre qui se soit emparé de ces 3 enfants. Ce qui est quand même étonnant dans cette histoire, c'est que le facteur mentionne au cours de sa run, donc du chemin qu'il doit entreprendre pour livrer le courrier, il dit qu'il a aperçu les enfants. Or, on est le 26 janvier, c'est un férié. Il n'y a pas de service de courrier normalement dans les jours fériés. Je sais pas vraiment comment ça se passe en Australie, mais ici au Canada, lorsque c'est un jour férié, Poste Canada, c'est un service gouvernemental, donc c'est fermé. Et là, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. Pourquoi Tom Patterson aurait vu les enfants? Pourquoi il a changé 2 fois sa version des faits? C'est quand même bizarre et on n'a pas plus d'informations à savoir si le 26 janvier en 1966, si c'était fermé ou pas. Les enquêteurs vont fouiller évidemment la plage, mais aucun objet personnel des enfants va être retrouvé. Donc, ça nous amène à nous poser une question. Si les enfants sont bel et bien allés à la plage, est-ce que les enfants sont bel et bien allés à la plage? Deuxièmement, si les enfants sont allés à la plage, est-ce qu'ils ont eu le temps de se poser à la plage? Donc, d'étendre leurs serviettes, de passer un moment et par la suite d'être interpellés par quelque chose ou quelqu'un d'autre qui a fait que, ils ont pris leurs affaires et ils sont partis. C'est quand même assez très flou. On sait qu'il y a un témoignage d'un témoin qui va être plus ou moins pris en compte. On n'a pas son nom, mais ça a été mentionné dans les articles, donc voilà pourquoi je vous en parle. C'est un témoin qui dit avoir vu 3 enfants, donc 2 filles et un garçon, qui étaient en compagnie d'un homme. Toutes les descriptions vont fitter avec celles des Beaumont, donc des enfants Beaumont, ainsi que celles de l'homme qui a été fait à la plage. Par contre, lui, cet homme-là, va mentionner que l'homme avait les cheveux plutôt bruns que blond châtain. Donc là, on a une petite nuance de couleur ici, mais comme vous le savez, on ne voit pas toutes les mêmes nuances de couleur. Mon bleu ne sera pas le vôtre. Donc, bon, il y a ce témoin-là a été mentionné dans le dossier, mais c'est une couleur de cheveux, là. Puis c'est vraiment ce témoignage-là qui va tout remettre en doute, parce que là, on part d'un homme qui a les cheveux blonds à plutôt un homme qui a les cheveux châtain, brun clair, là. Bon, selon les dires de ce témoin-là. Donc, pour les enquêteurs, ça va vraiment venir compromettre tous les autres témoignages des gens à la plage qui ont vu les 3 enfants avec cet homme en maillot bleu. Et là, pour vrai, même moi, en enquêtant, bon, selon les moyens que j'ai, moi aussi, j'ai été vraiment très choquée, notamment dans les heures qui ont été mentionnées, mais aussi dans l'itinéraire des enfants. Il y a beaucoup de choses qui ne fitent pas. Finalement, je me suis dit,
cet homme-là, qui était en maillot bleu, pourquoi n'était-ce seulement pas un homme qui était avec ses 3 enfants? Point. Et que ces enfants-là ont été confondus avec les enfants Beaumont parce que, 2 filles et un petit garçon ont disparu, et là, il y a un homme qui est avec 2 filles et un petit garçon disparu. Bon, d'ailleurs, cet homme-là a jamais vraiment été retrouvé. En plus de ça, les articles, lors de mes recherches, beaucoup vont mentionner que les parents, donc Nancy et Jim, ont avisé les services de police à 17h30, tandis que d'autres vont mentionner qu'ils ont avisé les services de police à 19h30. On a quand même un bon 2 heures là, de décalage entre les deux. Ce qui est quand même étonnant, c'est que ce soit 17h30, ou 19h30, ça laisse un bon 10 heures depuis la dernière fois que Nancy a vu ses enfants. Donc, ce qui est quand même très long. Et on peut remettre en effet là, en doute son choix de laisser aller ses enfants à la plage alors qu'ils sont assez jeunes. Elle aurait pu y aller avec eux. Ça, je trouve ça quand même bizarre. De plus, on va le dire tout de suite, on n'a pas beaucoup d'informations sur les parents. Alors, je m'explique. Jim Beaumont était parti en voyage d'affaires, puis quelques jours, et les enfants ont disparu exactement dans les journées où Jim n'était pas à la maison. Et là, on va parler ici qu'il y a beaucoup de témoins qui ont vu les enfants aller dans l'autobus, à la plage, en effet. Et par contre, personne ne les a vus dans le quartier où ils habitaient. Ce qui me laisse supposer que, qu'est-ce qui s'est passé après la plage? Est-ce qu'il y a vraiment un homme qui a kidnappé les 3 enfants? Parce que là, il faut le dire, 3 enfants, kidnapper 3 enfants, c'est quand même une tâche ardue, surtout lorsqu'on est seul. Bon, des enfants, c'est facilement maîtrisable, mais des enfants, ça peut crier, ça peut se débattre, ça peut laisser des signes. Et en plus de ça, on est dans un endroit public. Si les enfants se sont réellement fait kidnapper à la plage, c'est un endroit public. Il y a beaucoup de gens qui les connaissaient. La famille Beaumont était connue dans leur quartier. Et là, si on prend en considération le témoignage du facteur, peut-être qu'il était en repos cette journée-là. Bon, ça se peut bien qu'il soit trompé de journée, mais qu'ils aient quand même vu cette journée-là. Si on prend en considération son témoignage qui dit que il a vu les enfants Beaumont marcher en après-midi vers leur domicile. Bon, c'est pas ce qui est arrivé après qu'ils marchaient vers leur domicile. Est-ce qu'ils se sont rendus à leur domicile et quelque chose se serait passé? Je trouve que dans des enquêtes de ce genre, il faut se poser toutes les questions. Et ici, notre enquête, donc l'enquête des enquêteurs, elle est alignée vers seulement un suspect, alors qu'on éloigne tous les autres qui auraient pu faire partie de la liste. C'est vraiment à partir du 27 janvier 1966 que les enfants Beaumont vont être portés disparus. C'est vraiment ça qui va nous amener tous les témoignages que j'ai mentionnés là, depuis le début de la vidéo. On sait que le 31 janvier 66, Nancy et Jim vont passer à la télévision pour médiatiser la disparition de leurs 3 enfants. Par la suite, il va y avoir des centaines de témoignages, évidemment, qui vont dire avoir vu les enfants à tel endroit, mais malgré toutes ces pistes, il n'y a absolument rien qui va être retrouvé pour Jane, Arna et Grant. On sait qu'un portrait robot va être fait de l'homme qui aurait été vu à la plage, donc en compagnie des 3 enfants. On sait que 2 semaines plus tard, la police va recevoir un appel d'un homme avec un accent étranger qui disait avoir en sa possession les 3 enfants et que si la récompense était assez élevée, il redonnerait les enfants à la famille Beaumont. Cet appel-là a été coupé et il n'y a pas eu de suite à cet appel-là. En été 1966, il y a une femme qui va contacter les services de police pour mentionner qu'en janvier de la même année, lorsque les enfants Beaumont ont disparu, elle mentionne avoir vu dans sa rue, donc en face de chez elle, c'était une maison abandonnée et que cette soirée-là, elle a vu un homme ainsi que 3 enfants, donc 2 petites filles et un garçon, entrer dans la maison abandonnée. Plus tard dans la soirée, elle aurait vu le petit garçon marcher seul dans la rue
Et par la suite, l'homme aurait sorti de la maison et se serait mis à courir après le petit garçon pour le prendre en vitesse et le ramener à l'intérieur de la maison. Le lendemain matin, les 4 individus auraient quitté la maison sans qu'elle s'en aperçoive. On sait qu'en novembre 1966, Gérard Croiset, qui était un médium très connu sur l'air à cette époque, va s'inviter dans l'enquête pour essayer d'aider la famille Beaumont ainsi que les services de police à retrouver les 3 enfants Beaumont portés disparus. En premier lieu, Gérard Croiset va mentionner que les enfants n'ont pas été kidnappés. C'est que lui, ce qu'il voit dans ses visions, c'est que les 3 enfants marchaient et ont décidé d'aller dans un endroit qui était en construction, donc c'est un entrepôt, et ils seraient tombés dans le trou où on devait bâtir l'entrepôt, et qu'ils seraient restés piégés, donc ils seraient décédés là, d'un manque d'air, là, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Les enquêteurs ne voulaient absolument pas faire détruire cet entrepôt-là, qui à ce moment-là était terminé de construire. Et on sait que le public va ramasser des fonds et ils vont les réunir. Donc, ils vont ramasser 45 000 $ pour démolir cette partie de l'entrepôt-là qui était en construction au moment où les enfants ont été portés disparus. Il n'y a absolument rien qui va être retrouvé, aucun ossement, aucun reste humain. On sait qu'en 1968, soit 2 ans après la disparition des enfants Beaumont, les parents Beaumont, Nancy et Jim, vont recevoir une lettre qui est écrite de la main de Jane. Il va y avoir évidemment une enquête de calligraphie qui va être effectuée sur cette lettre-là avec les devoirs que Jane avait fait avant sa disparition. Et en effet, c'était bel et bien son écriture, donc ça correspondait. Dans la lettre, on sait que Jane disait que l'homme prenait soin des enfants et qu'ils étaient nourris et bien traités. On sait que les parents Beaumont vont recevoir une 2e lettre, cette fois-ci écrite de la main de l'homme inconnu, qui disait que cet homme était prêt à rendre les 3 enfants à leurs parents dans un lieu et à un moment qui lui conviendrait. Par contre, il mentionnait à Jim que les enquêteurs ne devaient pas être mis au courant et que si l'homme voyait au moment du rendez-vous les policiers, il quitterait sans jamais redonner les enfants aux parents. Il disait également que Jim devait porter un manteau sombre pour être facilement identifiable. L'endroit et le lieu fut déterminé, donc l'endroit était le bureau de poste de Dang de Nang à Victoria. D'ailleurs, le bureau de poste se trouve à 766 km de Somerton Park, soit à 8h30 de route. On sait que Jim va se rendre à Dang de Nang, je sais même pas si je le dis comme il faut, que Jim va se rendre à Victoria à ce même bureau de poste et il va attendre 3 jours. Et 3 jours qui vont s'éterniser, je crois, pour lui, pour que finalement, l'homme ne se présente jamais. Donc, Jim a fait 8 heures de route en voiture pour absolument rien. Une autre lettre va arriver quelques temps plus tard au 109 Harding Street qui est signée de la main de Jane et celle-ci va dire que il s'était rendu bel et bien au bureau de poste mais qu'il avait vu que la police était également présente, donc il a décidé de repartir et il a décidé également de garder les enfants pour lui. En 1993, il y a des tests ADN qui vont être effectués sur les lettres que les Beaumont avaient reçues et on va être capable de déterminer l'ADN de la personne qui a écrit les lettres et c'était faux, tout simplement. Ça n'a jamais été Jane qui a écrit les lettres, ça n'a jamais été non plus le ravisseur. L'ADN va nous mener à un homme de 41 ans en 1993 et à cette époque-là, c'était un adolescent de 16 ans qui voulait s'amuser, tout simplement. Ça maintenant le 25 août 1973. On se retrouve au stand d'Adélaïde pour un match de football, tandis qu'on a 2 familles qui sont assises côte à côte. On a la famille Radcliffe et la famille Gordon. Joan Radcliffe, qui est à ce moment-là âgée de 11 ans, va décider d'accompagner Chris Gordon, qui est âgé de 4 ans, aux toilettes pour ne pas la laisser seule. Quelques minutes plus tard, les 2 jeunes filles reviennent et s'assoient pour continuer de regarder le match de football. Plusieurs minutes vont passer, des dizaines de minutes, voire même 1 heure ou 2, et les 2 jeunes filles vont demander à leurs parents respectifs de retourner aux toilettes. Donc, ils vont obtenir l'accord et elles vont retourner aux toilettes pendant le match. Mais elles ne reviendront jamais.
Les témoins qui vont être interviewés par la police, qui vont mentionner avoir vu 2 jeunes filles qui avaient l'air d'être forcées de quitter la bâtisse, donc le stand, avec un homme qui matchait le portrait robot qui a été fait de l'homme qui était sur la plage. Et là, immédiatement, la police va se mettre à croire que l'affaire des Beaumont, elle est liée à l'affaire des petites filles du stand. Malgré une enquête qui a pris une très grosse envergure avec des bénévoles, avec les services de police et toute l'aide qu'on aurait pu donner à des enfants qui sont portés disparus, il n'y a rien qui va être retrouvé. Autant dans l'affaire des Beaumont que dans l'affaire des fillettes du stand. On sait par contre que plusieurs suspects vont être suspectés au fur et à mesure des années. Donc, on a Bevan Spencer Von Einem, on a également Arthur Stanley Brown et on a Derek Ernest Percy qui vont être suspectés. Mais il n'y avait aucune preuve flagrante. Aucune implication non plus fut retrouvée entre l'un de ces hommes et la disparition des Beaumont ou encore celle des enfants du stand. Aucun développement pendant plusieurs années jusqu'en 2013, alors qu'un homme contacte les services de police pour accuser son défunt père, qui est décédé en 2004, d'être le kidnappeur des 3 enfants Beaumont. Cet homme décédé, qui est accusé, se nomme Harry Phipps. L'homme qui a accusé son père dit également que le 26 janvier 1966, il aurait vu, tandis qu'il était un adolescent, 3 enfants dans sa cour, dont Jane, Arna et Grant, il les a bel et bien identifiés, qui était en train de creuser des trous dans sa cour sous l'ordre de son père Harry. Et la fin de semaine suivante, il aurait vu également 2 autres garçons adolescents qui étaient eux aussi en train de creuser des trous dans sa cour. Et il aurait également vu Harry les payer. On sait qu'en 2019, Nancy Beaumont est décédée, soit à l'âge de 92 ans. Et selon mes recherches, là, Jim Beaumont est toujours en vie. Il habite toujours à Adélaïde et il aurait 91 ans aujourd'hui. Donc, qui est Harry Phipps? On va un peu s'interroger sur cet homme et on va voir ensemble si vraiment il pourrait s'attribuer la disparition des enfants Beaumont ainsi que peut-être celle des petites filles du stand. C'est vraiment en 2007 que Hayden va commencer à accuser son père, Harry Phipps, du kidnapping des 3 enfants Beaumont. Ils vont être faits dans la cour où habitait à ce moment-là Hayden ainsi que sa famille, donc la famille Phipps, mais absolument rien qui va être retrouvé. On sait qu'en 2018, une des usines, donc un des entrepôts de Harry Phipps va être fouillé, mais il n'y a rien qui va être retrouvé malheureusement. Donc ça va être des fouilles qui vont être vaines, même après 9 heures de fouilles. Pourquoi Harry Phipps est devenu au fur et à mesure des années un suspect assez convaincant dans la disparition des Beaumont? Ben, tout simplement parce que Harry Phipps a déjà été accusé dans les années 70 d'avoir agressé une jeune adolescente de 13 ans qui a eu le courage de porter plainte contre lui. Cette adolescente-là dit avoir été agressée justement en face d'une des usines de Harry Phipps qui était à Castalloy, à North Plympton. On sait qu'un autre garçon, qui est devenu un homme, va se manifester en 2019 disant que lorsqu'il était un enfant, il a été également abusé sexuellement par Harry Phipps. Et même le propre fils de Harry Phipps, donc Hayden Phipps, dit avoir été lui aussi victime d'abus sexuels depuis son enfance, donc à partir de l'âge de ses 3 ans dont il se rappelle, et que ça a duré jusqu'à l'âge de ses 13 ans à peu près. Si je vous parle de ces victimes-là, c'est qu'elles ont été analysées, expertisées, examinées, et que les 3 victimes semblaient dire la vérité. On sait que la description faite par les témoins de la plage de l'homme qui est en short bleu fit vraiment avec la photo, donc le visage de Harry Phipps.
Harry avait la tranche d'âge qui correspondait à celle décrite par les témoins, donc entre 30 et 35 ans. On sait également que Harry Phipps payait beaucoup de choses avec des billets de 1 livre, alors ça fait vraiment avec ce que le boulanger a dit lorsque Jane est entrée dans sa pâtisserie, dans sa boulangerie. Elle a payé avec un billet d'1 livre. On sait qu'à cette époque-là, Harry Phipps habitait très près de la maison des Beaumont. En plus de ça, on sait que, avec les témoignages des voisins des Phipps, Hayden Phipps a souvent été retrouvé allongé dans la pelouse pendant la nuit. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? C'était pas trop. Et de plus, lorsqu'il était retrouvé, il était toujours habillé en robe de femme. Il avait du rouge à lèvres sur les lèvres et il pleurait. On sait également que Harry Phipps avait des tendances sexuelles assez spéciales pour l'époque. C'était un homme qui était excité sexuellement à l'idée, ou même juste de s'habiller en femme, de porter des talons, de porter des robes et des froufrous. Cela a également été corroboré que juste s'habiller en femme pouvait aller jusqu'à l'éjaculation. On sait que Harry Phipps a déjà fait partie des enfants du cœur à l'église. À l'âge adulte, un homme du nom de John Hempworth a également surgi et a avoué lui aussi avoir été victime d'agression sexuelle lorsqu'il était un enfant de cœur. Évidemment, tout ça, c'est pas des preuves scientifiques, c'est plutôt des preuves circonstancielles. Et là, lorsqu'on parle d'une preuve circonstancielle, donc comme je l'ai déjà mentionné dans la vidéo que j'ai fait sur le meurtre de Laci Peterson, fait par son mari Scott Peterson, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Je vais également mettre le lien dans la barre d'informations. Lorsqu'on parle de preuves circonstancielles, ça va un peu à l'encontre d'une vraie enquête. Lorsqu'on parle d'une vraie enquête, on va trouver des preuves et on va essayer de les relier à un suspect. Or, lorsqu'on parle de preuves circonstancielles, c'est que on a un suspect et on va essayer de le relier à toutes les preuves ou des choses qui fitteraient dans les circonstances d'une enquête pour que ce suspect-là soit emmené en cours, qu'il soit accusé, déclaré coupable et qu'il ait sa sentence. J'ai fait un beau petit schéma ici pour aider un peu à la compréhension de ce que je dis en ce moment-là. Donc, la preuve circonstancielle, donc moi j'appelle ça la fausse enquête, c'est lorsqu'on a un suspect et qu'on va le relier à la preuve numéro 1, la preuve numéro 2, la preuve numéro 3, la preuve numéro 4 et la preuve numéro 5 par exemple. Et lors d'une vraie enquête, on va plutôt trouver des preuves sur une scène de crime, donc preuve numéro 1, 2, 3, 4 et 5 par exemple, et grâce à ces preuves-là, c'est vraiment là qu'on va tenter ou réussir même à trouver le suspect et l'agresseur véridique. Ici, dans cette enquête-là, on est vraiment allé avec la preuve circonstancielle. Mais Harry Phipps n'a jamais été accusé parce que même les preuves circonstancielles n'étaient pas assez grandes pour vraiment venir mettre une suspicion sur cet homme. Donc, il n'a jamais été accusé. Il n'y a jamais eu non plus de vrais suspects qui ont été accusés. Le dossier est vraiment resté comme ça. Il n'y a absolument rien d'autre qui a été retrouvé là, des enfants. Peut-être éventuellement, évidemment, avec la croissance de la science, de la médecine, tout ça, comme je le dis à chaque vidéo, là, c'est sûr que peut-être qu'à un moment donné, on va retrouver les enfants Beaumont, qu'ils soient en vie ou non. Je suis persuadée que quelqu'un détient la réponse. Peut-être que c'est Harry Phipps et qu'on ne saura jamais véritablement où sont les enfants, mais espérons-le qu'à un moment donné, on va le savoir. Bon, évidemment, vous commencez à me connaître, je fouille beaucoup, je remets tout le monde en question, tout le monde en doute, et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas, des témoignages qu'on n'a pas, des noms, peut-être que les heures sont pas vraiment bonnes, mais peut-être que c'est Harry Phipps pour vrai. Peut-être que c'est Jim et Nancy ensemble, peut-être que c'est un des deux, peut-être que c'est quelqu'un d'inconnu tout simplement, peut-être que c'est un ami de la famille, parce que, pour être honnête,
kidnapper 3 enfants en même temps. Il faut évidemment que le kidnappeur ou la kidnappeuse connaissent les enfants et aient déjà leur respect et leur confiance. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire sur cette affaire. Beaucoup de questions, peu de réponses. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifs pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!